Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, quand un grand de la bande dessinée revisite un maître de l'illustration, Mathieu Sapin est l'invité du Grand Oral pour son adaptation du roman Pas de baiser pour maman de Tommy Ungerer. L'anti-sèche d'Emma Guessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes ou à l'école. Une autre actualité éditoriale aujourd'hui et du dessin encore, avec ce roman graphique consacré à la vie d'Albert Einstein, les programmes ceux de physique, mais aussi, vous le verrez, ceux d'histoire. L'heure de la récré, c'est toujours avec Emma. Elle a déniché une prof d'allemand qui permet à ses élèves de se dégourdir les jambes pendant le cours. Elle vous dira tout. Et puis enfin, nous avons rendez-vous avec Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste, pour son plateau repas. Elle vous dira tout aujourd'hui sur E211, E320 et E951, les additifs dont il faut surveiller notre consommation. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Des baisers pour dire bonjour, des baisers pour dire bonsoir, des baisers pour dire merci, des baisers pour dire fais-moi un baiser, des baisers pour dire pardon, des baisers d'été, des baisers d'hiver, des baisers mouillés, des baisers baveux, des baisers collants. Je les déteste, je n'en veux pas de tous ces baisers, s'exclame Jo, et surtout ceux que lui prodigue à tout bout de champ sa maman. Cette tirade, elle est extraite de Pas de baiser pour maman, petit roman d'un immense auteur, Tommy Ungerer, dont une adaptation BD succulente vient de sortir aux éditions Rue de Sèvres. Elle est signée d'un maître du genre, Mathieu Sapin, qu'on est extrêmement heureux d'accueillir. Merci de rendre visite à la quotidienne, Mathieu. Merci. C'est l'un des 3 livres de Tommy Ungerer que vous aviez à la maison quand vous étiez enfant. Oui. Ça remonte à super loin, vous êtes très jeune, hein, mais je veux dire, ça remonte à l'enfance. Oui, non, j'ai été bercé par beaucoup de livres pour enfants, dont ceux de Tommy Ungerer. Et en effet, Les Trois Brigands, c'est un des plus connus, Ouais. Le Géant de Zeralda. Et Pas de baiser pour maman, c'était mes livres favoris. Ouais. Qui est un roman, en fait, contrairement aux Trois Brigands, qui est un album grand format, qui d'ailleurs a été adapté assez récemment, d'ailleurs, au cinéma. Au cinéma. Oui, mais c'était un roman, et puis il a plusieurs caractéristiques particulières aussi pour un livre pour enfants. Il est en noir et blanc, ce qui est très rare. Et puis, il a un ton assez corrosif, assez Oui, ça frotte. un peu provocateur. Ouais. Ouais, on va en parler. L'histoire, c'est l'histoire de la famille Chatemite. Oui, ça se passe dans un monde de chats, dans une ville de chats. Ça s'appelait déjà Emma. J'aime bien. Et Madame Chatmit est la maman du jeune Jo Chatmit. Et comme vous l'avez dit, elle est très très débordante d'affection. Ouais. Et ce qui m'a intéressé dans ce roman, c'est que c'est rare qu'on aborde ce sujet, mais c'est le cas d'un enfant qui en a marre, qui trouve que sa maman est trop affectueuse. Trop de câlins, quoi. Donc il se rebelle. Il en a marre et en même temps, ça renvoie à des gestes que l'enfant va faire petit à petit à mesure qu'il grandit. Du genre, t'es pas obligé de l'accompagner devant la porte de l'école. C'est aussi un roman d'apprentissage et de prise d'autonomie quand même. Exactement, d'émancipation. C'est ça, d'émancipation, voilà. Absolument. Et moi, ça me parlait beaucoup quand j'étais petit. En plus, c'est ma maman qui me le lisait, donc c'était un petit peu contradictoire. Mais c'est la qualité que je trouve à Tommy Ungerer, c'est toujours appuyer là où ça touche les enfants parce qu'il sait leur parler, il sait utiliser les sujets qui les préoccupent. Il disait d'ailleurs que c'était beaucoup inspiré de ses propres souvenirs d'enfance. Oui, alors ce livre, Pas de baiser pour maman, est en fait une sorte d'autobiographie. Parce que la maman de Tommy Ungerer, sans doute, était un petit peu comme ça, débordante d'affection. Et il s'est inspiré de ses souvenirs. Alors lui, donc il est mort il y a quelques années, Tommy Ungerer, il y a 4 ans. Mais il avait grandi en Alsace, hein, il était alsacien, et notamment pendant l'occupation allemande. Donc il y avait aussi dans le livre, il y a quelques petites des références à cette période que l'enfant lisant ça va pas forcément comprendre, mais l'adulte va comprendre aussi les codes. Oui, sur la langue, parce que alors je dis ça de mémoire, vous allez me corriger, mais il y a les moments où il n'a pas le droit de parler français, ensuite il n'a pas le droit de parler alsacien, et alors notamment à la Libération, ils sont en principe plutôt contents, ils vont pouvoir parler français, etc. Mais là, d'un coup, il ne faut plus parler alsacien. Enfin, il a vécu dans cette espèce de maelstrom, il a grandi dans cette espèce de maelstrom complexe. Oui, c'est tout le drame des gens qui ont des Alsaciens à cette période-là, c'est qu'ils n'étaient jamais au bon endroit. Et donc, je pense qu'il en a souffert. Je ne sais pas qu'est-ce qui a déterminé le fait qu'il soit parti ensuite aux États-Unis, mais ça a dû peut-être jouer. Mais ce livre, Pas de baiser pour maman, est sorti dans un premier temps en anglais, puisque il habitait à Manhattan, Tommy Ungerer, quand il l'a conçu, ainsi que ses livres les plus connus. Alors je crois qu'il dit aussi qu'il est parti aux États-Unis parce qu'il a trouvé une liberté absolument incroyable, et qu'on lui a tout de suite pris des œuvres, notamment de graphisme au départ, plutôt de graphisme et d'affiches que d'illustrations. Il a été d'abord connu beaucoup pour les affiches. C'est ça. Et en effet, ses premiers livres pour enfants, il les a fait là-bas. Mais il y a aussi une contradiction dans le fait que assez vite, on lui a posé aussi des problèmes parce que il faisait aussi des livres pour adultes, voire pas du tout pour enfants, assez érotiques, disons-le. Ouais.
Et le public, en tout cas un certain public, à l'époque, comprenait pas comment on pouvait faire à la fois des livres pour enfants et à la fois des livres pour adultes. C'est ça. Il y a quelques ligues de vertu qui se sont énervées. Voilà, et donc il a dû se justifier de ça. Ouais. Mathieu Sapin, vous avez une œuvre considérable, aussi bien une œuvre d'illustrateur jeunesse, de dessinateur de bande dessinée, de réalisateur de films, si mes souvenirs sont bons aussi. Qu'est-ce qui vous donne envie, à un moment donné, de vous dire, tiens, je vais aller piocher dans ma bibliothèque, dans mes livres de chevet, au sens propre du terme, et illustrer l'histoire d'un autre, en fait? C'est vraiment justement l'envie de revenir en enfance, de revenir auprès de souvenirs... enfoui, mais quand même très présent, parce que ce livre m'avait marqué, j'avais les images en tête, et quand j'en ai parlé à mon éditrice, moi je pensais qu'on allait me dire, mais non, mais tu rêves, Tommy Ungerer, on n'y touche pas, c'est vraiment la figure sacrée à l'école des loisirs, qui est l'éditeur historique. Et puis, pas du tout, non, ils ont beaucoup aimé cette idée de reprendre en version BD ce roman. Donc finalement, ça a fonctionné. Ouais. Akissi, Sardines de l'espace, mais aussi pour les adultes, campagne présidentielle ou le ministère secret, je ne peux pas tout citer, mais vous avez signé plus de 75 albums, Mathieu Sapin, qui est l'invité aujourd'hui de La Quotidienne pour le dernier album en date, Pas de baiser pour maman. On vous retrouve juste après l'Anti-Sèche, Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. La famille Chatabit. Ça marche, ça la fait rire tout de suite. C'est drôle. Anti-Sèche aujourd'hui consacré à celui dont le nom est très souvent associé au terme de génie, Albert Einstein. Oui, Emmanuel, vous me demandiez il y a quelques jours de vous faire des grimaces et je rechignais un petit peu. Vous n'étiez pas de bonne volonté. Voilà, on va dire ça. Mais là, je le fais avec plaisir. Si je vous fais... C'est clair. Mathieu Sapin comprend immédiatement. C'est la photo la plus connue d'Albert Einstein, une des photos les plus connues du monde d'ailleurs, devenue un phénomène dans la pop culture. Alors pour la petite histoire, cette photo a été prise pour l'anniversaire d'Einstein. Il fêtait ses 72 ans. Il en avait marre d'être suivi par des journalistes. Et alors qu'il s'engouffre dans une voiture avec sa femme et un ami, un des journalistes présents insiste et lui demande un petit sourire. Et voilà ce que lui a répondu Albert Einstein. Excellent, vous saviez ça? Non, pas du tout. Mais j'avais pas l'anecdote non plus. Ceci étant, c'est pas pour ça que vous nous parlez d'Einstein aujourd'hui, c'est en référence à un roman graphique qui vient de sortir chez Vuibert, si mes souvenirs sont. Oui, le voici. Einstein, c'est le nouveau roman graphique donc de Jim Ottaviani et Gerald Day. Et je dois dire que j'avais une petite appréhension parce que j'avais jamais lu de roman graphique avant. Il y a un début à tout. Exactement. Je me suis dit que j'allais pas réussir à suivre sur le long terme, mais en fait pas du tout. J'ai été happée et je l'ai lu d'une traite. Extraordinaire. Alors, un roman graphique qui retrace la vie d'Einstein. Oui, mais alors pareil, en préparant cette chronique, je me suis dit, mais comment je vais expliquer l'apport d'Albert Einstein pour les sciences? Parce qu'on connaît tous E égale MC2. Mais vous allez nous la démontrer maintenant. Bien sûr, évidemment, mais peut-être que vous savez, Emmanuel. Absolument, tout à fait. Ça permet, E, c'est l'énergie, M, c'est je vous le fais dans les yeux. M, c'est la masse, et c'est la vitesse de la lumière qu'on met au carré, évidemment. Voilà. Question suivante. Voilà. Vous l'avez très bien expliqué, je vais même pas le dire. Bravo. Oh là là, vous l'avez préparé, hein? Vous le saviez. Non, en tout cas, si les maths et la physique, contrairement à Emmanuel, c'est pas trop votre truc, et avec ce livre, vous allez pouvoir découvrir la construction d'un homme, comment il est devenu un des plus grands scientifiques de tous les temps. On découvre son enfance, ses influences, son rapport aux autres, les femmes de sa vie, ses amis aussi, qui lui ont été précieux pour réussir ses travaux. On disait souvent qu'il était solitaire, un peu dans son monde, mais en fait, il était très entouré, et même si son génie lui est propre, ses amis ont joué un grand rôle dans ses recherches. Et comme le disent si bien les auteurs, ces travaux ont ensuite été utilisés par bien d'autres pour mettre au point la plus grande machine à détruire de l'histoire. Donc on parle encore aujourd'hui, la bombe atomique. Puisque c'est à partir de ces travaux sur la relativité qu'on a pu créer la bombe atomique utilisée par les États-Unis en 1945 pour envoyer 2 bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki avec un bilan de plus de 100 000 morts. Einstein en ressort humilié d'ailleurs, notamment en découvrant la couverture du Time en 1946. Regardez, le représentant devant un champignon atomique avec écrit E égale MC2. Oui, parce qu'Einstein était pacifiste, il développait, il défendait des idées de paix. Oui. Pacifiste convaincu jusque dans les dernières années de sa vie. D'ailleurs, sa notoriété, il la met au service de la paix dès qu'il reçoit le prix Nobel de physique en 1921. Il profite de son succès soudain pour redire à quel point la paix est essentielle, mais il sent bien que son invention commence à lui échapper et qu'elle peut devenir dévastatrice. Il alerte très tôt le président Roosevelt de l'époque, en 1939, des dégâts colossaux que pourrait générer la bombe atomique. Et l'épisode d'Hiroshima et de Nagasaki sera un drame pour lui. Einstein qui meurt en 1955 aux États-Unis, où il a vécu une grande partie de sa vie. Oui, à l'âge de 76 ans, après avoir œuvré pour la paix toute sa vie et alerté sur les dangers de l'utilisation de la bombe atomique. Le livre se termine par 2 anecdotes que je voulais vous partager, qu'on peut retenir de cet homme. La première. Tout à fait. Alors la première, le roman se termine par une allusion à la boussole. Et en fait, c'est quand son père lui a montré une boussole pour la première fois de sa vie à l'âge de 4 ans que l'attrait d'Einstein pour les sciences a commencé.
Donc voilà, il suffit de rien, voilà, à 4 ans. Et la deuxième anecdote, complètement folle, je ne sais pas si vous savez, le roman fait allusion à cet épisode complètement fou de son histoire, c'est la disparition de son cerveau à sa mort. Et en fait, c'est le médecin qui a autopsié le corps d'Einstein, qui a prélevé son cerveau sans l'autorisation de la famille, voilà, pour comprendre est-ce qu'il avait un gène particulier, est-ce qu'il y avait quelque chose. Alors, on ne sait pas trop ce qui ressort de ses recherches, apparemment pas grand-chose justement, mais il l'a quand même découpé en 240 parties. Oh. Il les a distribuées à des scientifiques. Et il en a gardé toute sa vie avec lui tout le temps dans un petit bocal. Et voilà, et maintenant il y a des documentaires si vous voulez à ce sujet. Et maintenant ils sont dans 2 musées aux États-Unis. Je crois qu'il y en a un à Philadelphie et l'autre je ne sais plus, mais en tout cas voilà, dans 2 musées vous pouvez voir les bocaux on va arrêter là. C'est charmant. Elle est moins drôle la deuxième. Et voilà. Non mais c'est fou quand même. Comment il fait quand il a 72 ans pour son anniversaire? Comment il fait? Eh bien merci, on se retrouve pour la récré. Oui. Ce sera dans quelques minutes. Pour l'instant, Mathieu Sapin, Grand Oral. À sa parution aux États-Unis, le livre a reçu le Dud Award du pire livre pour les enfants. Il ressort 50 ans après dans une adaptation signée Mathieu Sapin. Ce livre, c'est Pas de baiser pour maman et il n'a absolument rien perdu de son caractère subversif. J'ai lu que le titre, il l'avait imaginé, Ungerer, et même le principe de cet album, en réaction à un album d'une autre star, d'un autre monument de jeunesse qui est Maurice Sendak. Et il avait la volonté de choquer, Ungerer. Ah oui, je pense que c'était vraiment son état d'esprit, c'était Il aimait pas, il disait les livres à nounours. Oui, c'était son côté poil à gratter. Mais oui, parce que Maurice Sendak, qui est donc l'auteur de Max et les Maxi Monstres notamment, c'était un ami à lui. Et il avait fait un livre à l'époque qui s'appelait Un baiser pour maman ours, je crois. Et lui, ça le gonflait, Tom Ungerer. Donc il lui a dit, tu vas voir, moi je vais te faire un bouquin, ça va s'appeler Pas de baiser pour maman, No Kiss for Mother. Et je pense qu'il s'amusait beaucoup avec ça. Mais en effet, il a eu le prix du pire livre pour enfants, je crois que c'est en 72 ou 73. Oui, il y a 50 ans. Et parce qu'il y a des choses qui passaient pas du tout à l'époque. Aujourd'hui, ça nous fait sourire, mais on voit par exemple le jeune Joe Chatmit sur les toilettes. Donc voilà, montrer un personnage sur les toilettes, ça se faisait pas. On voit tout faire, on voit mentir, il détruit le pare-brise de la voiture familiale, évidemment, il va pas raconter que c'est lui. Il se bagarre assez sévèrement à l'école. Et il y a aussi un truc qui passait pas, c'était, alors on le voit fumer aussi, et puis il y a sur la table du petit déjeuner une bouteille de schnapps. Et donc c'est marqué un schnapps du papa, absolument. Vous l'avez bien mis d'ailleurs au premier plan, on ne peut pas le rater. Voilà, et ça passait pas du tout. Mais pour Tommy Ungerer, c'était quand il était petit, ça se faisait en Alsace. Il y avait une bouteille de schnapps sur la table. Au petit-déj. Oui. Bah ouais. Vous avez vu ça? Vous avez une maman alsacienne? Alors j'ai une maman alsacienne, mais il n'y avait pas de schnapps. Non. D'accord, c'est venu plus tard. Alors non, pardon, on va en parler une autre fois. Il faut traumatiser les enfants, sinon ils deviendront tous experts comptables, disait Ungerer. Vous reconnaissez dans ce genre de phrase? Oui, alors je connaissais pas la fin de la phrase. C'est le début, il faut traumatiser les enfants, mais je savais pas. C'est pas mal. Ah, j'ai trouvé la suite. Sans doute. Très bien. Normalement, je vérifie mes sources. Ouais. Voilà. Mais oui, non, mais c'est vrai que ces livres, il y a toujours quelque chose. Mais c'est ça qui fait qu'ils marquent aussi ces livres-là. Moi, je m'en souviens très bien de ces livres d'enfance, alors qu'il y a des livres que j'avais lus. Et vous avez complètement oublié. Donc. Vous, votre enfance, elle a ressemblé à quoi? Moi, j'ai grandi à la campagne. Une dijonnaise, c'est ça? Du côté et né au rural, dites-vous. Ouais, j'étais dans une grande maison avec beaucoup de livres. Mon père, archéologue, a plus de 10 000 livres à la maison. Et ma maman était bibliothécaire. Donc voilà, je lisais beaucoup avec mes frères et sœurs. Vous lisiez quoi alors en dehors d'Ungerer? Beaucoup de bandes dessinées, mais alors je passais aussi mes mercredis après-midi à la bibliothèque municipale à Dijon. Et au cas où il n'y aurait pas assez de bouquins à la maison. Voilà, et non mais parce que c'était plus pratique pour m'avoir sous la main. Et ça m'arrivait de lire des livres qui étaient... Ah oui, la bibliothèque où il y avait votre maman? Oui. Oui, pardon, il faut que je suive, n'importe quoi ce garçon. Et ça m'arrivait de lire des livres qui n'étaient pas du tout pour mon âge. Et ça, je trouvais ça très bien, et encore aujourd'hui, parce que il y a toujours ce truc de quand on va dans une librairie, alors c'est tranche d'âge. Voilà, c'est pour 5-6 ans. Et souvent on me demande quand je fais des bandes dessinées, c'est pour quel âge. Moi je sais jamais trop quoi répondre parce que finalement c'est avant tout aux parents de décider si tel livre convient ou pas. Mais vous l'avez vécu ça, parce que si mes souvenirs sont bons, vous débutez en illustration chez Bayard, à Je Bouquine ou dans des titres de ce genre-là, et Bayard c'est quand même le grand spécialiste des tranches d'âge, quoi. Ouais. Oui, mais chez Bayard, les magazines se suivent. C'est ça, il y a un chaînage. Dans une famille, et une famille qui a plusieurs enfants, plusieurs frères et sœurs, de toute façon, ils vont aller piocher dans les livres pour les plus grands ou pas.
Donc c'est un peu... Beaucoup de lectures quand vous êtes petit, baigné de livres. Et le dessin, ça vous vient comment? Parce que maintenant, là, vous l'avez refermé. Mais en fait, le premier truc que fait Mathieu Sapin quand il arrive dans un endroit, c'est il dit, je vais sortir mon cahier et il dessine. Bon. Je dessine tout le temps. Oui, il prend des notes. Mais le dessin, non. Un type avec des lunettes et oui, j'ai commencé à vous dessiner. Il y a une... J'ai pas fait la barbe. Vous nous montrerez à la fin. Oui, mais en fait, moi, je suis comme beaucoup d'enfants. J'ai été comme beaucoup d'enfants, c'est-à-dire que les enfants dessinent pour la plupart. Mais la différence avec d'autres, vous avez continué. J'ai continué. Enfin, ou plutôt, je ne me suis pas arrêté. Et c'est propre à beaucoup de dessinateurs et de dessinatrices. C'est des gens qui ont toujours dessiné et qui n'ont jamais arrêté. Et vous faites les Arts Déco de Strasbourg? Oui, c'est une école notamment qui forme à l'illustration à Strasbourg. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apprend? Parce que Ungerer, il n'a pas fait d'école, si je me souviens bien. Alors, Ungerer, il a été pris dans cette école, qui est une célèbre école, mais il a été viré au bout d'un an pour indiscipline. Ben voyons. Ce qui n'est pas mon cas, parce que moi, je suis beaucoup plus... je suis mieux élevé. Mais... oui, vous ne faites pas prendre. Je file droit. Mais non, c'est une école formidable. Et moi, je la cite souvent. Pour moi, c'était un peu le Poudlard c'est comme dans Harry Potter, quoi. C'est-à-dire que c'est une école avec plein de possibles. On peut faire du travail sur verre, sur bois, de l'audiovisuel, du cinéma, de la gravure, enfin, avec des professeurs des fois un peu loufoques. Et puis le bâtiment, je l'ai dessiné d'ailleurs dans l'album. Oui, c'est l'école de Uva Jo. Exactement. Dans l'album, vous lui rendez hommage. Mais le bâtiment qui est assez spécifique, c'est le bâtiment de l'École des Arts Déco de Strasbourg. Mathieu Sapin, invité du Grand Oral de la Quotidienne. On continue à dialoguer. C'est pour votre adaptation en BD du roman Pas de baiser pour maman qui vient de sortir aux éditions Rue de Sèvres, les éditions cousines de l'École des loisirs. On se retrouve après la récré. La récré, c'est avec Emma Guessel. La famille Chatemite. Ça marche. Mais c'est génial ce nom. Et aujourd'hui, dans l'heure de la récré, vous nous parlez d'une prof d'allemand qui permet à ses élèves de faire du sport pendant les cours. Mais oui, parce que c'est une question à laquelle réfléchissent les chercheurs d'ailleurs. Doit-on forcément apprendre en étant assis? Est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre en bougeant, en faisant de l'exercice par exemple? En tout cas, c'est ce que pense cette prof d'allemand. Elle s'appelle Britta Moring et elle enseigne dans un collège à Dinant dans les Côtes d'Armor. Et pendant ses cours, ses élèves pédale. Il pédale. Donc elle a mis des vélos dans la classe. Alors en fait, un jour, c'est pas vraiment des vrais vélos, mais un jour pour rire, elle achète en brocante 2 mini-vélos qui sont en fait des appareils médicaux pour permettre aux personnes âgées de se remettre d'une blessure. Vous voulez pas nous montrer? Mais si, regardez à quoi ça ressemble. On a une photo. Elle les met à disposition de sa classe et ça fonctionne tout de suite. Les élèves sont ravis, ils expliquent que ça leur permet de se dégourdir les jambes quand ils sont restés trop longtemps assis ou que ça permet aussi de les détendre quand ils ont envie de bouger. Mais elle en a 20 dans sa classe? Alors non, il y a 4 petits vélos à disposition de toute la classe et les élèves se le passent. Ils ont droit chacun à 15 minutes par jour. Et ça a tellement bien fonctionné que le collège a acheté 30 mini-vélos à la disposition de tous les enseignants. Et vraiment, tous le disent, les élèves sont beaucoup moins dissipés, beaucoup plus concentrés sur le cours. Cette prof d'allemand a en plus eu l'idée d'équiper sa classe de petites balles anti-stress. Vous savez, c'est une chose que, voilà. On fait comme ça, là. Exactement. Et de 4 gros ballons de gym. Alors là, la prof a dit que les élèves avaient eu un peu plus de mal à s'y habituer, mais que maintenant, certains les utilisent pour s'asseoir en cours. Ça leur permet d'être plus concentrés. Ah, puis c'est très bon pour le dos, le périnée, tout ça. Enfin bref, surtout pour le périnée. À 8 ans, à 12 ans, ça... Non, ça oui, non, mais bref, c'est la prof, elle s'en sert. Oui. Mais elle en profite. Alors, elle fait des économies de centre de loisirs. Bon, en tout cas, voilà, avis aux profs, apparemment, ça fonctionne super bien. Merci beaucoup, chère Emma, pour cette récré sportive. La famille Chatemite. Mathieu Sapin et la famille Chatemite. Tommy Ungerer, pour nous, c'est un maître. Je n'aurais jamais osé me lancer dans ce type de projet de son vivant. Confession signée Mathieu Sapin, lu dans Le Monde à l'occasion de la parution de Pas de baiser pour maman aux éditions Rue de Sèvres. Vous avez donc plein de points communs avec lui quand même. La maman alsacienne, maman bibliothécaire aussi, c'était son cas. Et puis cette ville. Alors vous parlez de Strasbourg en disant que c'est une ville qui n'est pas comme les autres. Alors on a compris qu'il y a une école poudlardienne à Strasbourg. Qu'est-ce qui fait Strasbourg une ville pas comme les autres? Le caractère frontalier, j'imagine? Oui, c'est ça. C'est quand on est là-bas, on a une sensation de dépaysement par rapport au reste de la France, je trouve. Et c'est une ville cosmopolite avec différentes langues. Et il y a aussi, elle abrite la Commission... Le Parlement européen. Pardon. Et puis, il y a aussi un passé... je sais pas, il y a cette cathédrale qui est incroyable. Enfin, moi, c'est une ville où j'ai... Très belle cathédrale. C'est Saint-Étienne, c'est ça la cathédrale? Non, je crois que... Alors, je ne saurais pas vous dire. Je ne vais pas dire de bêtises. Elle est très impressionnante. On va vérifier, on va tout me dire à l'oreillette. Mais oui, et c'est une ville étudiante, où il y a beaucoup d'étudiants, il y a une vie culturelle très, très riche.
Et voilà, que j'ai adoré y vivre. Voilà. Vous êtes allé récemment ? Oui, j'étais. Vous avez beaucoup changé. Vous avez vu, ils ont récupéré. On peut se promener de manière assez géniale le long des canaux. Ouais, j'y étais le mois dernier, puis je suis même il y a quelques jours, j'étais au salon de Colmar, donc je suis passé à Strasbourg. Voilà. Et juste par rapport à Chatmit, la famille Chatmit, c'est une traduction, puisque l'original est en anglais. Et oui, c'est quoi alors ? C'est un mot du traducteur, mais l'original n'a rien à voir. Et ça va moins vous faire rire, je pense. Le personnage principal, il s'appelle Pepper, c'est son prénom, Poe. Pepper Poe. Chatmit, c'est beaucoup mieux. Voilà. Pepper Poe. Ok, ça marche pas du tout. Non. La famille Chatmit. C'est très drôle. Ça marche à tous les coups. Il faut quand même. Vous avez plus besoin de faire vos preuves en tant qu'illustrateur, que dessinateur de BD, etc., etc. Mais malgré tout, il faut quand même un peu de cran pour s'attaquer à Ungerer. Est-ce que votre main tremble à un moment donné, ou est-ce que vous êtes arrivé à un tel moment de votre carrière, de votre parcours, que bon, allez. Non, j'espère pas être arrivé à un moment quelconque vous n'êtes pas blasé, quoi. Non, surtout pas. Mais en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, c'est une proposition que j'ai faite à mon éditeur, mais sans trop réfléchir. C'était vraiment un peu comme ça. Il vous a dit oui, malheureusement. Voilà, il m'a dit oui. Et après, voilà, c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait que j'assure. Alors, de toute façon, c'est un livre qui a été fait grâce à l'autorisation des ayants droit de la famille Ungerer. Donc, on a dû leur montrer un peu ce qu'allait être le livre, faire des pages d'essai, comme on dit. Et ils étaient partants en les voyant. Si j'ai bien compris, ils étaient plus que partants, ils ont adoré. Oui, non, après, ça s'est très bien passé. C'est ça. À la fin du livre, Joe, il parvient quand même à renouer le lien. Puisqu'on a résumé l'histoire. Donc Joe, il veut pas te baiser de sa maman, puis c'est vraiment un gamin, il est un peu menteur, il est un peu voyou, il fait des bêtises, il fume dans les on pense que c'est des cigarettes, j'en sais rien d'ailleurs. Un cigare. Un cigare, c'est ça. Devant l'opéra. Avec un camarade dans les toilettes. Mais à la fin, il parvient quand même à renouer le lien. Oui, il y a une lumière au bout du tunnel. Bien sûr, parce que c'est pas parce qu'un enfant est terrible et se comporte mal qu'il aime pas sa maman. Oui, c'est ça. Et c'est pas parce qu'on est noyé sous les baisers ou qu'on ne veut pas baiser qu'on n'aime pas sa maman. C'est ça aussi que raconte le livre. Et ça le raconte très très joliment. Vous avez beaucoup dessiné la politique. En vous mettant dans une posture de journaliste, pour le coup. Vous êtes témoin de campagne électorale, notamment celle de François Hollande. Voilà. Ce retour à la jeunesse, à vos premières amours, ça vous donne envie d'en refaire plus, ou finalement le Mathieu Sapin qui croque le monde d'aujourd'hui est quand même dominant ? Non, j'aime bien les deux. Enfin, moi, je viens de la jeunesse. Hein. Mes premiers travaux que vous avez mentionnés, c'était des illustrations pour Bayard Presse, pour Nathan, pour des éditeurs jeunesse. Là, j'ai des projets en édition jeunesse pour l'année prochaine. Donc non, c'est très important. Et j'en profite, si je peux me permettre, si je peux faire une petite pub pour une expo. Allez, on y va. Une expo qui va débuter le 1er décembre. Absolument. Un jour, une illustration. Voilà. C'est le nom de la galerie. Et donc, c'est une expo que sur les travaux sur la jeunesse, pour la jeunesse. Voilà, et ça s'appelle Les Enfants Passages. Voilà, c'est extraordinaire. Jusqu'au 24 décembre, dans la galerie Un jour, une illustration. Voilà. Et c'est à Paris, aux 3 rue Augereau. 3 rue Augereau. On redonnera l'adresse tout à l'heure. Vous restez avec nous, on va parler diététique maintenant. Plateau repas, ça vous parle ? Oui. Super. Emma, merci beaucoup. Merci. Plateau repas. Plateau repas, c'est notre rendez-vous avec Sandra Ferreira, notre nutritionniste diététicienne. Sandra, bonjour. Bonjour. L'Union européenne, ai-je appris, autorise plus de 350 conservateurs, antioxydants, émulsifiants, colorants, édulcorants, etc. Mais malgré tout, quelques-unes de ces substances ne sont pas totalement inoffensives, même si elles sont autorisées, il y en a environ 90. Et donc, dans le doute, on va, grâce à vous, prendre le temps de lire les étiquettes et de traquer les additifs suspects. C'est en plus une bonne façon de donner envie aux enfants de lire et d'utiliser ce qu'ils apprennent, de lire l'étiquette. Et vous avez fait un top 3 des additifs dont il faut se méfier, à la fois pour nous, mais également pour nos enfants. Peut-être avant toute chose, un additif, ça sert à quoi ? Oui, un additif. C'est un truc qu'on ajoute, ça j'ai compris. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est une substance qu'on va ajouter, que l'industriel va ajouter souvent dans tout ce qui est aliments industriels pour améliorer la texture, la saveur, l'apparence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il en met un peu partout, l'industriel, parce que ça rend le produit un peu plus appétissant. Alors déjà, il faut préciser que certains additifs, heureusement, sont naturels et inoffensifs, bien que naturel ne veut pas forcément dire non toxique. Les champignons sont naturels. C'est naturel. Voilà, donc il faut faire quand même attention. Et rares sont quand même les produits industriels qui n'en contiennent pas actuellement. On les reconnaît. Ces fameux additifs, voilà, comme vous faites, la lettre E, suivie d'un chiffre. Écoutez-moi bien, on estime qu'un enfant consommerait désormais jusqu'à 100 par jour. D'accord. Jusqu'à 100, c'est énorme quand même. Vous avez notre attention, comme on dit. Quels sont donc les 3 sur ces 100 dont il faut se méfier le plus ? On va commencer avec E.
211. E211 de son joli petit nom, le benzoate de sodium. Ah, c'est déjà moins bon. Ça donne moins envie tout de suite. Bon, sodium c'est le sel, mais benzoate... Ouais, bon, tout ça, là c'est un conservateur en fait qui est autorisé principalement dans les boissons aromatisées, dans les confitures allégées, dans les fruits confits, les condiments, les sauces. Mine de rien, le problème c'est qu'il pourrait favoriser le TDAH et le TDAH. Donc c'est le trouble et le déficit de l'attention avec hyperactivité qu'on entend souvent parler chez nos chers enfants. Ça peut déclencher des allergies comme des rhinites, de l'urticaire, de l'œdème chez les personnes allergiques, à éviter bien évidemment chez les personnes avec un terrain allergique et chez les enfants de manière générale. Super, vous nous faites rêver. E3 aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, je vous fais rêver. E320, l'antioxydant BHA. Je lis des trucs que je ne comprends pas. Ça, il faut le savoir à un moment donné. Bon, il n'y a pas besoin de comprendre. C'est un conservateur. Voilà, l'antioxydant BHA, le E320, comme vous le disiez. C'est l'un des plus utilisés par l'industrie agroalimentaire. Alors là, je sais que tous les parents sont en train de regarder sur les paquets parce qu'il y en a particulièrement dans les chewing-gums, les soupes, les céréales du petit déjeuner et les purées. Et selon les données du CIRC, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, c'est un cancérogène possible tout de même pour l'homme au bout de plusieurs années d'ingestion, bien évidemment. On l'identifie aussi comme un éventuel perturbateur endocrinien. Donc à faible dose, il pourrait altérer le métabolisme hormonal. Et chez les enfants, qui sont quand même de gros consommateurs en général de purée instantanée et de chewing-gum, on ne peut pas exclure les dépassements de la dose admissible. Super joyeux tout ça. Oui, un petit dernier, oui, le E951. Dans la joie et la bonne humeur, le E951, le fameux aspartame. On joue au bingo, on fait un bingo. Oui, c'est un peu ça. E951, j'ai aspartame. J'espère que vous n'avez pas trop, mais bon, c'est l'un des additifs les plus controversés. Alors, on nous le conseillait en disant au lieu du sucre, mettez de l'aspartame. Alors moi, je ne conseille pas de mettre de l'aspartame. Moi, non, pas vous, j'ai dit on. J'ai entendu les gens, ouf. Oui. Ils sont bêtes, les gens. Non. Effectivement, c'est vrai que parfois, on conseille, il faut faire attention. Plusieurs études ont suggéré un risque de cancer. Alors, c'est chez les rongeurs, les études, bien évidemment. Donc, il faut faire attention pour l'extrapolation. Par ailleurs, les études ont alerté sur des risques neurologiques si on en consomme beaucoup, maux de tête, épilepsie, etc. Plus récemment, l'augmentation des accouchements prématurés. L'Europe n'a quand même pas jugé nécessaire d'abaisser ce qu'on appelle la DJA, la dose journalière admissible. Je vous rassure, si vous êtes accro à l'aspartame, je vous donne un petit chiffre. Un enfant de 20 kilos peut quand même a le droit, entre guillemets, à 0,8 g d'aspartame par jour, ce qui fait quand même 2 litres de boisson au cola light, par exemple. Donc bon, avant que votre enfant boive 2 litres par jour... Alors attends, parce que moi je fais plus tout 20 kilos, donc je peux boire dans les 7 ou 8 litres de Coca Light tous les jours. Selon la DGA autorisée, vous pourriez, voilà. Mais attention, j'ai toujours un petit mais. Il faut surtout pas faire ça, c'est une blague. Mais le problème des produits allégés, c'est qu'il n'y a pas que l'aspartame, il y a d'autres édulcorants et on ne sait pas au niveau de l'effet cumulatif. Puis ce qu'on appelle l'effet cocktail, tous les additifs en même temps, qu'est-ce que ça donne dans le corps. Ok, maintenant qu'on a donné envie aux parents, aux enfants de regarder les étiquettes, à chaque fois qu'il y a un E, il y a danger? Non, je vous rassure, il y a des E très naturels. Par exemple, le E406, n'ayez pas peur, c'est de l'agar-agar, autrement un gélifiant à base d'algues. Il ne faut pas en avoir peur. D'ailleurs, en général, les industriels marquent directement agar-agar. Ils ne vont pas s'amuser à mettre E406 parce que ça fait un petit peu peur de voir un E. Et puis, globalement, pour conclure, pour faire un bon choix au supermarché, acheter avec le moins d'ingrédients possible. La liste d'ingrédients, en plus, elle est courte. Mieux c'est, et avec des aliments dont vous comprenez le nom, tout simplement. De l'agar-agar plutôt que du E machin truc. Exactement. Merci beaucoup, Sandre. Il a tous je vois. Vous nous avez tous dessiné Montrez à la caméra, non, c'est privé? Non, montrez alors, parce que l'émission se termine. C'est ce que vous Je peux me permettre? Ah oui, il y a un truc au-dessus, il faut cacher. Alors attendez, je cache ce qu'il y a au-dessus. Voilà, je ne sais pas si on peut zoomer. Alors là, j'ai reconnu. Allez, c'est le zoom. Si vous avez... attends, parce que je me permets de tourner, je ne regarde pas. Hop. Ça, c'est moi. Ouais, c'est vous. Je vais regarder dans le miroir tout à l'heure. Superbe. Ah bah non. Mathieu, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Sandra, merci aussi. Mathieu, exposition de vos planches intitulée Les enfants passage. C'est jusqu'au 24 décembre à la galerie Un jour, une illustration. C'est à Paris, dans le 7e arrondissement, au 3 de la rue Augereau. Merci aussi à toute l'équipe, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui aujourd'hui en régie est assistée par Agathe Delannoy. Saïd Mamou pour le son, à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.